i giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Pardon, Sant'Apollinare in classe, puisque Ravenne va être une des références évidemment de la période que l'on présentait. Jean, ton invitation, tu complotes toujours avec succès pour éviter que je prenne ma retraite, que je diffère d'autant plus à chaque fois, mais c'est toujours un immense plaisir de venir en Corse, plus particulièrement à Corse. Ton invitation est tombée alors que j'étais en train de, et que je suis toujours d'ailleurs en train de travailler une biographie du roi Théodoric, un ostrogoth qui a régné en Italie, à Ravenne plus exactement, entre 490 et 526, c'est-à-dire qui a régné pendant 36 ans, et qui se trouve au cœur de la période que je voulais aborder avec vous, qui sera plus précisément au Xe siècle, allant du 5 milieu de Il se découpe habituellement en 3 parties, ce qu'elles peuvent concerner la Corse. C'est d'abord la présence vandale en Afrique qui s'installe définitivement en 439 après la prise de Carthage par les Vandales. Mais on va le voir, les Vandales, les pirates vandales n'abordent la Corse qu'un peu plus tard. Et les Vandales demeurent en Afrique jusqu'en 533 et donc ont des relations avec la Corse jusqu'à cette date. Pourquoi 533 ? C'est la date où ils voient leur royaume périr sous l'expédition militaire de l'empereur Justinien, plus exactement de ses généraux et du plus célèbre d'entre eux, Bélisaire, et qui met fin en 533 à pratiquement un siècle de présence vandale en Afrique. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, les Corses se trouvent libérés des Vandales à partir de 533. Mais est-ce que les Vandales sont encore en Corse dans la mesure où il y a un troisième protagoniste, et ce protagoniste, c'est Théodoric, le roi ostrogoth, qui Ravenne de 190 à 526, et qui également, par des tractations avec les Vandales, tractations diplomatiques, est intervenu en Corse. Et on sait qu'après la chute des Vandales en 533, l'armée romaine d'Orient entreprend une guerre d'Italie en 2 temps, d'abord dans les années 530, puis dans les années 550, qui met fin à la domination ostrogothique en Italie en 555. Ce qui veut dire que c'est une période, les années 533-555, c'est une période où l'empereur romain de Constantinople élimine le royaume vandale d'Afrique, élimine ensuite le royaume ostrogothique d'Italie, qui dépasse, on en dira un mot, pour établir l'autorité impériale romaine en Occident, ce qui signifie pour la Corse de redevenir une province romaine, ce qu'elle était auparavant, avant les 450. Je ne suis pas archéologue, je m'intéresse principalement au texte. Et donc, épluchant tout ce que je trouve, toutes les sources à propos de Théodoric, avec la sollicitation de Jean, je les ai épluchés à propos de la Corse. Je ne dirais pas que c'est désespérant, mais c'est
disons que ça sollicite les forces morales de chercher dans tous les index de livres de sources et aussi des derniers livres parus, Corsica dans les livres anglais, Corse dans les livres ou les traductions françaises, parce que même si on adopte un peigne très très fin, comme un peigne à myrtille, pour essayer de trouver des choses, force est de constater que le poisson est très très maigre. Quand j'étais étudiant, un de mes professeurs me disait, mais disait aussi à tous ses étudiants, au moment d'aborder le master, dites-vous bien qu'il n'y a pas de beaux sujets, il n'y a que des bonnes sources. Si on devait appliquer cela à la Corse dans les sources, la chose serait vraiment très très malaisée. Justement à cause de la rareté des sources écrites sur la Corse. Donc, ce que je vais faire avec vous, si vous voulez bien, c'est que je vais prendre un exemple ou deux. Vers 540, dans les années 530-540, Cassiodore, un érudit italien qui a été maître des offices de Théodoric, c'est-à-dire un peu son ministre de l'Intérieur, a conservé les lettres du roi Théodoric aux gouverneurs, aux cités, au peuple qui était sous sa domination. Et tout cela a été rassemblé sous le nom de Variae, les choses variées, en 12 livres, un gros livre. Et dans ces 12 livres, qui couvrent la période 490-540 à peu près, il n'est pas question de la Corse. Les chroniques grecques et latines, il y en a 7 ou 8 pour le 6e siècle, donnent une moisson tout aussi maigre. Donc, j'ai choisi pour cela de privilégier les exemples que j'ai trouvés, de vous les soumettre et de les discuter, en suivant un ordre chronologique. On va commencer par les Acta Sanctorum. Acta Sanctorum, ce sont les actes, principalement en langue latine, qui ont été entrepris par les jésuites belges à la suite de Jean Bolland au XVIIe siècle et qui ont été à peu près terminés au milieu du XXe siècle. Actes des saints qui suivent le calendrier, c'est-à-dire on a l'édition en janvier et on est arrivé au mois de décembre vers 1940. Eh bien, aux Acta Sanctorum, tome 5 du mois de mai, à la date du 22 mai, on trouve une sainte qui s'appelle Julie, que pas mal de Corses connaissent, parce qu'elle est considérée comme une martyre de la Corse. Que disent ces actes qui sont une biographie assez romancée? C'est que Julia était une Carthaginoise, qu'elle avait été un païen et qu'elle a été crucifiée en Corse pour préserver sa foi. C'est bien une martyre, elle est morte pour sa foi. Quelle date donner à cela? C'est difficile à dire. J'ai lu des intentions qui étaient la date de 458, sous le règne du roi vandale Genséric, mais qui n'avait fait aucune persécution. Vendu à un païen, pour une chrétienne, c'est impossible après Constantin, puisque après l'empereur Constantin, premier empereur chrétien ayant régné sur l'Empire romain,
il était illégal de vendre un chrétien comme esclave, soit à des juifs, soit à des païens. Donc, qu'une chrétienne soit vendue à un païen, c'est d'une haute vraisemblance après Constantin. C'est ce qui fait que certains pensent que Julie est morte dans l'exécution de Dioclétien au tout début du IVe siècle. Ce qui est intéressant de voir en quoi consiste la persévérance dans la foi. Ça semblerait vouloir dire que Julia était une catholique et qu'elle a été vendue comme esclave à un païen par une sorte de réflexe anticatholique. Or, si un réflexe catholique il y a en Afrique, c'est soit le donatisme, un schisme qui est issu des persécutions du début du IVe siècle et qui est soldé par une conférence à Carthage en 411, et soit c'est parce que c'est une attaque arienne. Donc, si certains plaident pour que Julia ait été martyrisée au temps des Vandales, c'est parce que les Vandales étaient ariens. Cette année, on ne fête pas que l'anniversaire de Pasquale Paoli. Au mois de mai et juin prochain, tombe le 1700e anniversaire du concile de Nicée, 325. Concile convoqué par Constantin à Nicée, sur le côté asiatique de Constantinople, là où était alors le palais impérial, pour deux raisons essentielles. La première, faire que les évêques s'accordent pour qu'il y ait une date unique de Pâques, parce que jusqu'alors les églises orientales surtout fêtaient Pâques chacune à une date différente, ce qui faisait très désordre pour un esprit romain. Et ça a été un succès de ce point de vue-là. Et l'autre motif de ce concile, c'était de statuer sur l'arianisme. Les ariens, c'est ceux qui suivent Arius, un prédicateur d'Alexandrie du début du IVe siècle, qui prétendait que dans la Sainte Trinité, le Fils n'était pas éternel. Le slogan arien, c'est « Il fut un temps où le Fils n'était pas ». Pour les catholiques, c'est une hérésie parce que dans la Trinité, le Fils et le Saint-Esprit sont aussi éternels que le Père. Donc c'est la grande dispute du IVe siècle, et encore aussi au Ve siècle, c'est celle des Nicéens, le concile de Nicée décidant de condamner l'arianisme contre, et les Nicéens, ce sont les catholiques. Donc préserver sa foi pour Julia, ça signifie préserver sa foi catholique. Sous-entendu, elle serait traquée, persécutée par les ariens. Alors il y a aussi une autre impossibilité, c'est crucifier. Pourquoi ? Parce que on sait que Constantin, pensant, et conseillé en cela par les évêques, pensant que la crucifixion de Jésus est considérée comme un supplice ultime, une sorte de nec plus ultra du sacrifice sanglant, ne pouvait pas être imité, et que par conséquent, la crucifixion était abolie. Le fait est que la mise en croix, qui est bien à l'origine chez les Romains un supplice qui s'adresse à des esclaves, il est socialement très marqué, ce supplice. C'est ce qui scandalisait les païens romains, c'est que les chrétiens
puisse croire en un Dieu crucifié, parce que ça voulait dire que ce Dieu était un esclave fugitif, un esclave voleur, et donc un Dieu ayant connu un supplice infamant était inimaginable. Et donc, il considérait depuis le 1er et le 2e siècle les chrétiens comme des fous. Alors, il faudrait regarder de près le texte des Acta Sanctorum du tome 5 du mois de mai, au 22 mai, traduire et faire une édition critique de ce texte pour essayer de voir, essayer de démêler la question. On sait, par un auteur de langue grecque qui s'appelle Priscus, qui a beaucoup écrit sur les Huns, et on sait beaucoup de choses sur les Huns grâce à lui, mais c'est un fragmentaire, c'est-à-dire que son œuvre ne subsiste qu'à l'état de fragment. Et j'ai lu donc dans Priscus, chapitre 39, que Genséric, qui a régné en Afrique, roi vandale de 428 à 477, pendant presque 50 ans, c'est une longévité impressionnante, eh bien, dans les années 460, chaque année, début du mois, descendait sur la Sicile et l'Italie avec sa flotte et qui s'emparait d'endroits dépourvus de défense, pourvus de force, pour les dévaster et les soumettre. Et dans les régions ainsi considérées comme sans défense et soumises, la Sardaigne, la Corse et les Baléares, qui sont souvent d'ailleurs appariés et cités ensemble dans les sources. Cette descente se fait avec sa flotte, car les Vandales ont une flotte. Ils ont une flotte et se conduisent en pirates. Le sommet de cette piraterie déroule 405. Prétexte que l'empereur romain avait promis sa fille à son fils Hunéric, mais elle l'avait donnée à quelqu'un d'autre, Genséric a dirigé sa flotte vers Rome, qu'il a pillée. La flotte, en 455, 45 ans après le sac de Rome par les Goths, dure 15 jours, les Goths seulement 3 jours. C'est un acte suprême de piraterie. Les Vandales prennent tout ce qu'ils peuvent, tant et si bien d'ailleurs qu'un des bateaux sombre à cause du poids de ce qui avait été pillé. Dans ce qui a été pillé se trouvait le trésor de Jérusalem ramené par Titus au temps des Flaviens. Et donc la ménorah du temple de Jérusalem faisait peut-être partie du butin de ce navire qui a sombré. Alors ce qui est assez, mais aussi peu paradoxal, c'est que Genséric, dans un premier temps, pille des endroits côtiers de la Corse, mais à partir de 455 et du sac de Rome, il y aurait des implantations de pirates vandales sur la côte corse. Ça ne suffit pas, loin de là, à dire qu'à partir de 455 et jusqu'en 533, l'acte est devenu vandale. Non, ce sont des nids de pirates, un peu comme à l'époque moderne, les flibustiers
avait des bases et des repères, par exemple dans la fameuse île de la Tortue. Non, c'est des bases de pirates qui sont installées en des endroits plutôt bien défendus. Je poursuis avec quelque chose que j'ai trouvé chez Victor de Vita. Victor de Vita a écrit à la fin du 5e siècle un livre sur l'histoire des persécutions d'Afrique, sous-entendu les persécutions contre les catholiques d'Afrique du Nord par les rois vandales ariens, et en particulier le fils de Genséric, Hunéric, qui a régné de 177 à 484 et qui a déclenché à la fin de son règne, donc dans les années 480 à 484, une persécution très violente à l'égard des catholiques, en particulier en essayant d'éliminer tous les évêques. Tous les évêques, ça n'est pas une mince affaire, puisque, on le sait, l'Afrique du Nord, l'Afrique proconsulaire romaine, qui correspond grosso modo à la Tunisie d'aujourd'hui, est une zone très très dense en cités, et donc extrêmement dense en sièges épiscopaux, puisque à la suite de Claude Lepellet et de ses études sur l'Afrique au IVe siècle, il y aurait eu à peu près 120 sièges épiscopaux dans cette zone, donc dans l'Afrique vandale. Et donc, Hunéric, ce qu'il entend faire, c'est une simple épuration, éliminer, écarter environ 120 évêques catholiques pour les remplacer par 120 évêques ariens. Il les bannit, et encore leur sort est plutôt favorable par rapport à d'autres catholiques qui ont connu le martyre, et le détail de Victor de Vita est très impressionnant, parce qu'il donne des lieux, il donne des noms de victimes, des noms de bourreaux, c'est très très impressionnant. Or, que nous dit Victor de Vita dans le livre 3 de l'histoire des persécutions d'Afrique, que le roi vandale a envoyé 46 évêques africains pour y couper et préparer du bois pour la flotte vandale, pour la flotte royale. Donc 46 évêques, ça représente à peu près un tiers des évêques catholiques de l'Afrique à cette époque-là. Envoyés pour préparer du bois pour la flotte impériale. J'ai envie de dire que ces 46 évêques-là deviennent des forçats, des bagnards. Ils ne sont pas envoyés là-bas, je pense, pour faire la comptabilité des grumes et des planches. On peut supposer qu'ils sont asservis au bûcheronnage. Donc là, ce qui peut intéresser l'historien corse ou l'archéologue corse, c'est en quel bois faisait-on les bateaux à cette époque-là? Quel est le bois plus favorable? Et en suivant les essences possibles existant sur le territoire corse à cette époque-là, ça peut donner une idée de l'emplacement les plus vraisemblables des chantiers navals. Parce qu'à mon avis, il s'agissait là de chantiers navals, parce que pour l'activité piraterie, il fallait construire de nombreux vaisseaux, d'autant plus qu'il leur arrivait d'être détruits. Ainsi, juste avant la persécution, avant Hunéric, sous Genséric, à la fin des années 450, là on trouve un petit renseignement chez le chroniqueur espagnol Idas,
Idas de Chavez, qui est un évêque espagnol et dont la chronique court en latin sur une partie du 5e siècle. Alors il signale, Idas, chronique 176-167, que le tribun romain Hesychius, 455-57, ça veut dire, je le précise, que l'Empire romain d'Occident est toujours debout. Il y a toujours un empereur à Ravenne. Le tribun Hesychius fait part au roi wisigoth Théodoric II, qui n'a rien à voir avec le grand Théodoric, de la situation en Corse, parce que là, les Vandales ont été défaits par le patrice Cimère, qui aurait détruit au cours d'une bataille une 60aine de navires vandales. Autrement dit, la Corse, si l'on en croit cet épisode relaté par Idas, la Corse aurait été aussi le théâtre de la guerre épisodique, intermittente, entre l'empereur romain d'Occident et les Vandales. Les empereurs romains d'Occident ne vont pas défier les Vandales en Afrique du Nord. En revanche, ils peuvent les atteindre visiblement en Corse. Et on peut supposer que Ricimère, qui est un homme des plus puissants de l'Ouest romain dans les années 455-470, Ricimère savait qu'il y avait des navires vandales qui mouillaient en Corse et que pour les détruire, c'est là qu'il fallait les atteindre et les couler. In Corsica, je ne résiste pas au délice de vous le dire, la phrase de Idas en latin, In Corsica caesam multitudinem vandalorum. En Corse, ce fut le massacre d'une multitude de Vandales. Autrement dit, les marins ont été tués en même temps que les bateaux ont été coulés. Or, on arrive à une période, la période 474-476, qui voit le dernier empereur romain, Romulus Augustule, qui est un usurpateur d'ailleurs, rendre les insignes au chef Odoacre. Et 476 est une date souvent évoquée comme la fin de l'Empire romain. C'est très abusif dans la mesure où c'est uniquement la suspension de l'Empire d'Occident. Il n'y a plus d'empereur. Odoacre, qui est un skyre, qui a combattu pour les Romains, mais jusqu'au jour où les soldes n'étaient plus payés. Donc il a réclamé que ces soldats soient payés en terre ou en numéraire. Il a plié les insignes impériaux du petit Romulus et il les a envoyés à l'empereur d'Orient, à Constantinople, qui s'appelait Zénon. Et le fait est qu'on connaît par les sources un traité signé entre Zénon et les Vandales en 474. Dans ce traité de 474, Zénon reconnaît la souveraineté des Vandales sur ses possessions d'Afrique et de Méditerranée, à savoir les Baléares, la Corse, la Sardaigne, Ischia, et donc tout près de Naples, et la Sicile.
Ce traité ne court que sur très très peu de temps, parce que 2 ans plus tard, en 476, Genséric, c'est 1 an avant sa mort, Genséric rétrocède à Odoacre, qui s'est emparé de l'Italie, il rétrocède la Sicile, sauf l'extrait occidental, Lilybée, qui est aujourd'hui la région de Mala, la région que nous aimons pour bien des raisons. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que si la Sicile se distingue des autres îles de la Méditerranée pendant toute l'Antiquité romaine, c'est pas seulement parce que ça a été la toute première province romaine historiquement, milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est parce que c'était son premier grenier à blé, le premier grenier à blé de Rome, avant même d'être celui de l'Afrique. Et donc, pourquoi Genséric se permet-il de rétrocéder la Sicile à Odoacre? C'est parce que, en tant que possesseur de l'Afrique, Genséric l'a déjà, son grenier à blé. L'Afrique du Nord est extrêmement riche en céréales, en huile d'olive, en vigne. On en reparlera bientôt. Je reviens maintenant au devenir de ces 46 évêques qui auraient été relégués comme forçats de bûcheronnage en Corse vers 484. Il se trouve que 484, c'est aussi la mort d'Hunéric, et que ses successeurs vont ramener la tolérance religieuse à l'égard des catholiques. Ce qui veut dire que quelques années après avoir été relégués en Corse, ces évêques auraient pu être libérés, avec la liberté de revenir en Afrique, rester en Corse. Mais là, rien, absolument rien, ne permet de nous dire, nous permet de dire ce qui est advenu de ces personnes. Si ce n'est que si 46 évêques cessent d'être des forçats, c'est-à-dire des prisonniers soumis à des travaux forcés en Corse à ce moment-là, ce sont des évêques, donc des manieurs de parole. Ce sont des gens qui sont habitués à être des pasteurs de troupeaux. Hein? Et donc, on peut difficilement les imaginer taire, et il y a là peut-être des hypothèses concernant le fait que certains de ces évêques aient pu rester en Corse et participer à la christianisation. Ça n'aurait rien d'incongru dans le sens où on sait que pour beaucoup de cités de Gaule, par exemple, les premiers évêques historiques datent du 5e siècle. Donc là, on est tout à fait dans des eaux-là. Mais bien sûr, on est dans le domaine des hypothèses, bien sûr. Alors, les Ostrogoths dans tout ça. À partir de 490, alors que la tolérance est revenue en Afrique, Théodoric, qui a renversé Odoacre, règne. Or, les études les plus récentes sur Théodoric, dont la plus énorme et la plus convaincante est celle de Hans Ulrich Wimar, qui a été traduite en anglais il y a 2 ans, qui s'appelle Theodoric the Great, King of Goths, Ruler of the Romans, Théodoric le Grand,
roi des Goths, et ruler, c'est-à-dire dirigeant des Romains. Eh bien, son règne n'est pas du tout d'un même tenant. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à 507, c'est la victoire de Clovis sur les Visigoths, qui refoule les Visigoths d'Aquitaine vers l'Espagne. Et Théodoric joue une carte diplomatique à ce moment-là, même s'il y a eu des mariages entre sa famille et celle de Clovis. Bref, à partir de 510, Théodoric constitue la préfecture du prétoire des Gaules, alors qu'il ne reste plus que le royaume, la préfecture du prétoire d'Italie. À cause de la présence vandale, je ne vais pas au-delà de la présence vandale, la Corse était retirée, et il pousse son avantage vers la Provence. C'est-à-dire qu'il met la main sur la Provence, ressuscite la préfecture du prétoire des Gaules à Arles, et se tourne par l'intermédiaire de son gendre vers un contrôle du pouvoir gothique en Espagne. Donc ce qui intéresse visiblement Théodoric à partir de 510, c'est de recréer un arc à la romaine entre l'Espagne et l'Italie via la Provence. La question est de savoir s'il s'est intéressé à la Corse ou pas. On sait que les Vandales ont cherché à louer, et qu'ils auraient même loué contre un loyer la Corse aux Ostrogoths, mais c'est après la mort de Théodoric, vers 530. Donc, il y a ça, mais il y a aussi autre chose. C'est qu'à partir de 510, à la différence des débuts de son règne où les empereurs Zénon puis Anastase avaient refusé à Théodoric le port du nom romain de princeps, eh bien à partir de 510, ces titres romains lui sont reconnus. C'est-à-dire qu'on a un médaillon, celui de Sénégal, sur l'Adriatique, qui présente un médaillon qui représente Théodoric. DN, Dominus Noster, titre porté par les empereurs romains, et princeps, prince. Il devient une sorte de succédané officiel de l'Empire romain. Et c'est là-dessus, en partie seulement, mais c'est là-dessus que s'appuie un chercheur américain qui s'appelle Jonathan Arnold, qui a publié en 2014 un livre très, très important qui a reçu beaucoup d'éloges de la part des critiques et des recensions faites, qui s'appelle Theodoric the Great, The Restoration of Empire. Théodoric le Grand ou la restauration de l'Empire. Tous les chapitres du livre de Jonathan Arnold essaient de montrer en quoi Théodoric ne coïncide pas du tout, en tout cas plus du tout à partir de 510, avec ce qu'on appelle couramment un royaume barbare, qui serait ostrogothique, sachant qu'il avait des notions de latin et de grec. Il a passé 10 ans, entre 8 et 18 ans, à Constantinople comme otage, Théodoric. Donc, ce personnage veut incarner, en tout cas, et incarne, aux yeux de Cassiodore, qui l'appelle toujours princeps dans les Variae, il incarne un empereur romain. Donc, à partir de là, cela veut dire que
Les expéditions militaires lancées par Justinien en 533 contre les Vandales d'Afrique, puis contre les Goths d'Italie, dans un premier temps en 534-5, puis dans un deuxième temps beaucoup plus ravageur dans les années 550-555. Dans le premier cas, oppose l'empereur romain Justinien, par le truchement de ses généraux, à un royaume barbare, le royaume vandale, que tous les historiens latins et grecs de cette époque voient comme des imposteurs, considérant le siècle vandale en Afrique comme une parenthèse déplorable. Déplorable, c'est-à-dire qu'il faut pleurer, et qui est comparable à la captivité des Juifs à Babylone dans la Bible. Ce qui est plus étrange, c'est l'attaque des Goths. Si, à partir de 510, sous Anastase, Théodoric est considéré comme un empereur, pourquoi l'attaquer ? La réponse, c'est dans le fait que Théodoric est mort en 526. Lui a succédé sa fille, Amalasunthe, qui a été assassinée, et des rois qui se montrent plutôt hostiles envers Romains. Donc, prenons les premiers, les Vandales d'Afrique. 533, c'est l'affaissement, un affaissement très rapide. Le général le plus connu de Justinien et l'auteur de cette victoire, c'est Bélisaire. La domination vandale en Afrique s'effondre. Or, 533, c'est une date extrêmement importante dans la mesure où c'est celle de la publication à Constantinople du Code justinien. Digeste, qui est une sorte d'abrégé de ce Code justinien. C'est-à-dire que c'est une date importantissime dans le droit romain. La dernière grande date, c'était un siècle auparavant, c'était la proclamation du Code théodosien à la Noël 438, qui avait été acclamé par les deux. Et là, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le droit nouvellement proclamé, qui tient compte du droit ancien, c'est-à-dire qu'on retrouve dans le Code de Justinien beaucoup de lois du Code théodosien, eh bien, il trouve immédiatement à s'appliquer dans l'Afrique libérée de l'emprise vandale. C'est-à-dire que tout le droit privé, les propriétés, il y a des expropriations, des redistributions de terres, etc. On achève de réinstaller les évêques catholiques, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, il faut signaler une chose, je voudrais parler du Laterculus de Polemius Silvius. Laterculus, c'est la liste, une liste en latin. On a 2 ou 3 Laterculus pour le IVe siècle surtout. Donc la liste de Vérone de 312 qui liste toutes les provinces. On a la Notitia Dignitatum qui liste toutes les provinces et toutes les corps d'armée qui date d'environ 425. Et on a un Laterculus qui date des environs de 385, qui est signé d'un certain Polemius Silvius. Or, comme il est arrivé à toutes ces listes, elles ont été copiées, recopiées et encore recopiées dans les décennies qui ont suivi.
Ce qui veut dire que dans les exemplaires qui nous sont conservés, c'est un Herculus province, d'où la Sardaigne et Lac avaient été retirés au moment du royaume vandale, à la variante du Xe siècle de Herculus de Polémus Silvius, où on assiste au grand retour de la Corse et de la Sardaigne dans la liste. Elles redeviennent provinces romaines. Donc forcément, dans les années qui ont suivi 533, et je dirais pas au début du siècle. C'est dans ces années-là, d'ailleurs, que se place un épisode également intéressant qu'on trouve dans le récit des guerres de Procope, donc en grec. Au chapitre 8 de la guerre d'Égo de Procope, Procope délivre quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit que le roi Go, à l'automne 551, c'est très précis, automne 551, c'est-à-dire quand la guerre de conquête de Justinien bat son plein en Italie, son adversaire, le roi Totila, conquiert la Sardaigne et la Corse avec une flotte nouvelle. Là, ce qui est intéressant, c'est surtout que Totila déporte son activité guerrière vers les deux îles, qui veut dire que dès 501, il estimait que sur le terrain italien, sa défaite était consommée. Donc, je pense, quand on dit conquiert la Sardaigne et la Corse, on pourrait dire plutôt il se replie. Il se replie en Sardaigne et en Corse avec une flotte nouvelle. Eh bien, ça veut dire qu'il avait encore assez de force dans des chantiers navals pour construire des bateaux. Et c'est chez lui qu'on trouve également une chose intéressante, mais cette fois dans le livre sur la guerre des Vandales. Dans la guerre des Vandales, puisqu'il a écrit un livre sur la guerre des Vandales et un livre sur la guerre d'Égo, donc sur les deux entreprises de Justinien, que quelquefois les historiens à conquête, l'appeler reconquête, c'est parler d'un point de vue romain et d'un point de vue vieux romain. Donc, que dit Procope au livre 2, paragraphe 5 de la guerre des Vandales? Il dit que le général en chef de Justinien, Bélisaire, envoie des troupes pour faire mise sur les territoires vandales. Il dit en 2.5.2 que Bélisaire envoie un de ses officiers qui s'appelle Kyrillos, Cyril, en Sardaigne. Pourquoi l'envoie-t-il en Sardaigne? C'est parce que les habitants ne veulent pas se ranger du côté romain par crainte des Vandales. Donc cela veut dire que les habitants de Sardaigne craignaient, en prenant parti pour le libérateur romain, d'indisposer les Vandales et de provoquer des représailles. Dans le paragraphe suivant, 5.3, Procope dit que Bélisaire demande à Kyrillos
d'envoyer une partie des troupes en Corse pour, dit-il, ramener l'île, auparavant soumise aux Vandales, à l'Empire romain. Autrement dit, il s'agit là de l'organisation d'une expédition guerrière qui place donc cet épisode-là visiblement en 530. Apparemment soumise aux Vandales, ça veut dire que sans doute la présence vandale s'est-elle éteinte en Corse avant même la destruction du royaume vandale. Et 5.4, Kyrillos rétablit dans les deux îles, Corse et Sardaigne, le paiement du tribut à l'autorité romaine. Autrement, ce qui arrive aussitôt avec la conquête romaine, c'est la grande spécialité romaine, c'est-à-dire la fiscalité. Ce qui faisait d'ailleurs que souvent les peuples d'Occident ne voyaient pas d'un mauvais œil la cessation de la domination romaine, qui correspondait pour eux à une fiscalité lourde. Donc, ça veut dire que le droit et la fiscalité reprennent leur cours en Corse à la fin de la période vandale en 533. Il note aussi que pour ce qui est de la Sicile, les Goths ont refusé de céder la moindre parcelle de Sicile et de l'Ibé qu'ils ne jugeaient pas vandale. Ce qui fait qu'il y a une demande d'arbitrage qui est envoyée à l'empereur Justinien pour savoir comment il faut traiter l'Ilibé au sein de la Sicile. Donc là, on est dans du gentleman agreement, d'une diplomatie classique. Enfin, pour terminer sur ce passage de Procope qui est très riche, il fait un petit aparté érudit, comme les auteurs latins grecs anciens, c'est du grec. Il glisse à propos de la Corse. L'île s'appelait autrefois Kurnos. Et les auteurs aiment replacer ce qu'ils ont appris dans d'autres livres. Ammien Marcellin, au IVe siècle, en latin, était particulièrement friand de ce genre de choses. Et là, Procope témoigne de sa culture géographique et on en est friand. Alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, ce nom de Kurnos, et qui est... J'ai essayé de trouver quelques renseignements là-dessus, et j'ai trouvé que parmi les hypothèses, il y avait une hypothèse d'étymologie phénicienne. Ça, je laisse ça aux linguistes. Voilà donc ce que l'on peut trouver dans les textes que vous examinez d'une manière un peu chronologique. Je dirais que s'il y a des difficultés au sujet de la période pour définir les contours de nos connaissances sur la Corse, bien évidemment, le textuel est très ponctuel, très lacunaire, et doit être complété par le corpus archéologique, qui lui-même peut être lacunaire, mais enfin, il est important de les croiser. Je dirais aussi que vous ne m'avez pas entendu parler d'occupation. L'époque vandale, ce n'est pas l'occupation corse par les Vandales
ou ensuite libération de la Corse par les Ostrogoths, puis par les Romains. Il s'agit de présence d'une île peu peuplée qui, pour les Vandales, reçoit des repères de pirates et au moment des Ostrogoths et des Romains, ensuite, œuvre sans doute pour le commerce avec des installations portuaires parce que visiblement le VIe siècle, ça a été dédié pour la villa de Castello, pas loin de Corte. C'est apparemment un siècle de prospérité, le VIe. Prospérité commerciale. La Corse exporte des bois précieux, du miel, la cire. Donc, il est impensable, à mon avis, de parler d'une occupation de la Corse par des Vandales. Ce n'est pas une occupation, c'est une présence vandale en Corse. Ils ne maîtrisent pas tout l'espace corse, ce n'est pas possible. Pareil pour les Ostrogoths, et je dirais pareil pour les Romains. Et pour ce qui est des Romains, il faudrait éplucher le code justinien pour savoir si quelque chose a été envoyé à un gouverneur de province. S'agissant donc d'une absence d'occupation, mais seulement de présence, ça rend, j'en parlais avec Jean il y a peu de temps, ça rend toute cartographie extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous devez éliminer les aplats de couleurs, les grands aplats de couleurs. C'est rouge, ensuite ça va à bleu austro, puis ensuite vert justinien, non. Puisqu'il n'y a pas d'occupation intégrale, ça donne vite des contresens. Et ce que je dis pour la Corse vaut également pour la Sardaigne. Alors que pour la Sicile, cette difficulté est beaucoup moindre. Donc je pense que dans le cadre d'une cartographie ou de travaux cartographiques pour cette période de la Corse, on sera beaucoup plus dans le pointillé, la petite hachure, et certainement pas par des grands aplats de couleurs. Ça demande beaucoup de nuances et beaucoup de travail. La deuxième chose à propos de cette période qui relève de difficultés, je dirais que c'est la périodisation. On a pas mal de certitudes. Bon, à partir de quand les Vandales font-ils de la Corse établissent-ils leur repère de pirates? Bon, ils sont maîtres de Carthage en 439, ils s'emparent de Rome en 455, donc on peut supposer que c'est entre les deux. Mais, si vous voulez, on n'a pas ici une précision très très grande. En revanche, c'est un peu plus précis pour ce qui est des Ostrogoths et surtout pour Justinien. 533, la fin du royaume vandale. Donc, les repères de Corse deviennent résiduels. D'autant plus qu'après, il y a la flotte constantinopolitaine qui arrive et qui... Et de ce point de vue-là, du point de vue chronologique, c'est un petit peu plus net avec les années 533-555. Voilà, donc le travail est à poursuivre pour ce qui concerne la recherche dans les textes. J'ai cherché dans les fragmentaires grecs, j'ai cherché dans le Chronicon Pascal et une chronique du 7e siècle, etc. Il n'y a pas de trace de la Corse. Donc il faut faire avec ce qu'on a, mais en tirer le meilleur parti possible, avec surtout un esprit extrêmement humble. Comme je le disais souvent à mes étudiants quand j'enseignais, ne soyez pas désemparés d'avoir aussi à faire de l'histoire avec du... Ce qui importe, c'est d'avoir des idées à propos des lacunes.
Merci de votre attention. Era mi giovanotti in cerca di scambiare a volti patrioti valori a cristallo un sogno cittadella un buli a stanciare un'idea zitella